Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans ce voyage en Ombrie. Alors, c'est un voyage que nous allons effectuer d'une façon virtuelle et je vais d'abord commencer par me présenter, ce qui est la moindre des choses. Alors, attendez, je vais simplement supprimer le son, voilà. Et pour me présenter, donc, je suis Jean-François Martine, je suis géographe, historien de l'art de formation au Sorbonne, et j'anime depuis 2005 des conversations d'histoire de l'art, et je travaille avec Internet depuis 2017, et je vais souvent dans les pays celtes, en Italie, dans les pays germaniques, ce sont mes destinations assez fréquentes, en fait, avec un petit peu d'Espagne également. Voilà. Nous allons donc commencer et pour commencer, nous nous retrouvons directement sur la route d'Assise. Alors Assise, c'est une ville mondialement célèbre, c'est en Ombrie un des lieux les plus fréquentés parce que première qualité de cette Ombrie, très vallonnée, très montagneuse et faite d'anciennes montagnes que vous découvrez sur cette première photo, l'Ombrie est une terre où il fait bon vivre et où il fait bon être touriste. On n'est pas dans le tourisme de masse, on est dans un tourisme qui laisse les musées tout à fait dégagés et les découvertes d'autant plus aisées, d'autant plus facilitées. Et là, si je regarde, eh bien, j'ai au-devant de moi, assise à sa gauche, la basilique et le groupe monastique qui la baigne, juste derrière, à notre droite, le village qui a une très très ancienne origine, étrusque puis romaine. Nous allons voir ça. Au-dessus de celui-ci, un château forteresse. Et là où nous sommes, on remarque la grande platitude de cette terre. C'est tout simplement dû au fait que ces fortes collines que vous voyez autrefois étaient encore des montagnes. Nous allons regarder cela dans quelques instants. Elles se sont érodées et le fruit de cette érosion s'est accumulé au fond de ce qui était pendant longtemps un lac périglaciaire. Et ce lac, en se retirant jusqu'à ne rester plus que le lac de Tracymène, une grosse flaque d'eau à l'échelle géographique, mais une très belle pièce d'eau à l'échelle des humains, eh bien, ça donne cette rectitude, cette plénitude. En fait, en dessous, si on retirait les sédiments, on aurait une vallée en V tout à fait indiquée. On continue maintenant, et justement, nous allons voir où se situe cette Ombrie. Cette Ombrie, elle a la particularité, comme vous le voyez, d'être une région centrale. Elle est au centre de l'Italie, et elle est la seule région italienne qui n'a pas d'accès direct à la mer. C'est vraiment quelque chose d'une grande rareté dans la culture italienne de ne pas avoir directement un accès. Et vous la voyez traversée par des zones plus vertes sur cette représentation qui sont d'authentiques montagnes qu'on appelle les Apennins. C'est une chaîne qui traverse l'Italie. Pourquoi traverse-t-elle l'Italie? Eh bien, tout simplement parce que cette Italie que nous voyons n'est pas unique. Elle est unifiée depuis 1860, soit, mais elle n'est pas unique. Et 1870 avec la prise de Rome, parce que, tout simplement, il y a deux plaques qui sont entrées en collision, formant il y a longtemps les Apennins, une plaque au nord-est qui est une plaque adriatique qui en fait appartient à la famille des plaques africaines. On en voit l'élément de cette plaque tectonique de petite taille quelque part le plus au nord, dans le mont Cernin, le grand pic du mont Cernin, qu'on appelle également le Matterhorn chez les Allemands. Eh bien, c'est cette plaque d'origine africaine. Et puis, par la complexité des choses, la plaque qui est à l'ouest-sud-ouest, qui est donc du côté de la mer Tyrrhénéenne et non plus de l'Adriatique, c'est une plaque de la famille de celle des plaques eurasiennes, et effectivement, elles cognent ensemble l'une contre l'autre, ce qui a fabriqué les Apennins, ce qui a fabriqué aussi de grandes failles et qui donne également la sismicité qui traverse toute la botte italienne.
Continuons donc. Vous voyez ici un petit graphique qui a pour seul intérêt de vous montrer qu'on a un peu plus d'un tiers de montagnes, de vraies montagnes. Ça va jusqu'à 2500 mètres de haut notamment. Et puis vous avez également beaucoup de collines et quelques plaines. Ces plaines, comme vous le voyez, elles sont surtout concentrées entre Spolète, Pérouse, le lac Trasimène, et elle se prolonge ici dans la Toscane. Si vous le voyez, donc au centre haut de cet espace, vous avez Pérouse, et puis après vous avez le parc régional du Lago Trasimeno, et bien là vous avez la porte de la Toscane, et vous voyez que c'est une porte pas complètement large, nous en reparlons. Hop là. On revoit maintenant les voisins politiques de cette Ombrie. Alors, Ombrie, c'est un terme qui correspond à un très vieux peuple, un peuple indo-européen, parmi les premiers arrivés sur la botte italienne lors de la proto-histoire. On se le dispute pour savoir s'ils sont arrivés avant ou après les Étrusques. En tout cas, entre deux, il y a une très longue histoire qui s'est produite. Mais la région administrative Ombrie qui nous intéresse un peu aujourd'hui, c'est une région composite qui n'est surtout pas faite que d'Ombriens. Nous allons le découvrir. Et elle a actuellement deux sous-ensembles administratifs que sont la province de Pérouse et celle de Terni, au sud-ouest. Vous avez ici donc sur votre droite une petite carte sur fond un peu jaune et vous voyez que la tâche la plus importante correspond à Pérouse et puis plus au sud-est vous avez Spolète et Foligno et bien en dessous vous avez Terni. Voici les trois principales villes. C'est une région qui est avec beaucoup de petites cités, beaucoup de petites villes qui d'ailleurs n'ont jamais beaucoup pris le pas sur chacune des autres. Pérouse a essayé, Spolète a essayé, Terni moins. Et effectivement, on a de ce fait aucune énorme métropole comme on peut avoir dans d'autres régions. Et vous avez quelque chose qui va structurer cet espace, quelque chose qui est un lieu sacré pour les Romains, c'est le Tibre que vous voyez, je vous l'ai mis en bleu sur la carte schématisée de droite, et puis vous le voyez un petit peu davantage dans son cours, qui a contribué à continuer d'éroder ces éléments qui avaient été eux-mêmes déjà laminés par le gélifracte et les anciens glaciers un petit peu auparavant, eh bien, ce Tibre et tous ses affluents sont un des trois fleuves de l'Italie, qui est navigable d'ailleurs sur une partie de son cours, un fleuve qui est le troisième plus long fleuve d'Italie, hein, bien sûr, et il était sacré pour les Étrusques comme pour Rome, et avec une connotation qui rappelle celle du Nil, à savoir qu'il est bienfaisant ou malfaisant selon qu'il irrigue gentiment ou bien qu'il inonde fortement les terres qui lui sont soumises. Voici maintenant les peuplements de l'Antiquité qui forment notre région actuelle. Au centre, vous avez un point vert marqué Perusia, c'est l'ancien nom de Pérouse du temps où elle était étrusque. Nous sommes en Étrurie jusqu'à cette limite naturelle du Tibre qui a été trouvée pour que les Ombriens et les Étrusques arrivent à un point d'entente. Auparavant, les Ombriens ont pu être de l'autre côté aussi du Tibre, les Étrusques de la même façon ont débordé, et puis c'est le terrain d'entente politique qui s'était fait et qui, du reste, leur a permis de s'allier contre Rome, mais sans que ce soit tout à fait utile pour eux parce qu'ils se feront vaincre. Au sud-est, vous voyez qu'on a une partie du territoire des Sabins, c'est notamment là que se situe Terni, et puis vous avez une toute petite langue, une petite avancée d'un peuple qu'on appelle les Falisques, qui est très lié au latin, très proche des Sabins, hein, mais qui très tôt dans l'histoire sera romanisé, latinisé. Voici pour cette antiquité. J'en profite pour vous dire, quand vous avez des petites questions très, très simples, eh bien, j'y répondrai bien sûr. Sinon, si elles sont un petit peu plus complexes, nous le ferons, si vous le voulez bien, à la fin de l'exposé. Continuons. On a vu qu'on a un
premier élément qui est le Tibre qui a structuré par sa nature même et séparé éventuellement deux grandes régions. Eh bien, un deuxième élément dû au travail des hommes va lui aussi contribuer à faire de cette région qu'on appelle l'Ombrie un terrain de passage entre Rome et l'Adriatique. C'est la création, vous la voyez en bleu sur la petite carte ancienne à notre gauche, c'est la création de la Via Flaminia, qui elle-même aura des déclinaisons multiples, mais les deux principales sont ici notées. Alors, on a d'autres noms de voies importantes qui traversent l'espace sud de cette province actuelle, la voie Tiburtina étant celle qui nous concerne un petit peu, mais c'est surtout cette voie Flaminia qui va avoir un grand intérêt, car des villes comme Spolète vont devoir un rôle d'étape à cette présence de cette voie-là. Et vous remarquez également qu'elle coupe vraiment en deux le territoire ombrien entre ce qui est entre Tibre et puis via Flaminia, et puis ce qui est à l'est de cette voie-là. Nous allons retrouver cette espèce de couloir dans l'époque du très haut Moyen-Âge, après que les invasions ont perturbé complètement la façon de vivre et de se déplacer dans l'Italie de l'époque, entre les anciens barbares arrivant, comme les Lombards, qui sont parmi les plus connus avec les Goths, eh bien, nous avons également les Byzantins qui vont contribuer à reconquérir toute une partie de cette Italie pour lui redonner une structure, notamment, et puis aussi prendre pied, ou continuer de l'avoir. Ils sont latins, ils sont romains, d'Orient, mais latins, romains. Et ils vont de ce fait utiliser ce couloir qui est un petit peu plus à l'ouest et qui est en fait très fortement entre la Via Flaminia et puis le bord droit, comment dire, la rive droite du Tibre, incluant notamment Pérouse, ce qui explique l'origine du plus grand sort de Pérouse vis-à-vis des autres villes de l'Ombrie, peut-être. Est-ce que c'est là une hypothèse que l'on pourrait mettre en avant ? Et nous allons, maintenant qu'on a fait un petit panorama de cette antiquité, nous allons voir comment elle est encore présente. Et nous commençons par un de ces petits lieux discrets, sinon secrets, qui sont tellement nombreux, tellement merveilleux en Ombrie. Nous avons ici le Tempietto de Clituno, c'est-à-dire un petit temple. Alors celui-ci nous manifeste bien que dans le très haut Moyen-Âge, je dirais que dans le premier centenaire de ce Moyen-Âge qui dure 1000 ans, on se pense encore antique. Ce temple a été bâti du temps des Lombards, mais avec un réemploi massif d'éléments antiques, venant notamment de formes plus anciennes du même temple et puis d'autres constructions qui avaient cessé leur activité. Et c'est un temple dédié au génie de l'eau, le Clitoun, qui est en fait le génie de cette petite rivière qui elle-même va être un affluent du Tibre. On est là entre Spello, Trevi et Spolète, en fait. Et regardez, voici ce genre de petits lieux que vous verrez assez régulièrement, que vous rencontrerez assez régulièrement durant votre périple, durant votre découverte de cette région riante. Région, vous l'avez vu, qui est bleue aussi de ciel, mais qui est très souvent aussi une région qui possède beaucoup de ces bons gros nuages qui abondent et qui permettent qu'elle soit la plus verte d'Italie, évidemment. Nous allons continuer dans cette découverte de l'Antiquité, cette fois-ci en nous enracinant plus profondément, en parlant un peu des Étrusques. Effectivement, pour moitié environ, l'Ombrie actuelle, la région Ombrie actuelle est une région étrusque, jusqu'au Tibre. Et là, nous avons quelques éléments d'une puissante famille, c'est quasiment un clan, d'une famille importante de Pérouse, ce sont les Volumni, et ces Volumni, eh bien, nous en voyons ici les urnes funéraires, et puis une des hypogées de cette très nombreuse famille qui a enterré là les siens pendant plusieurs siècles. Cette hypogée, elle a été taillée dans la pierre, c'est-à-dire que ce que vous pensez être des poutres dans la toiture intérieure du milieu de la photo du milieu, c'est tout simplement une sculpture dans la roche elle-même.
Et vous remarquez combien là, cette sépulture sous forme d'urne funéraire de cette très jolie dame de chez les Volumni se trouve, elle, au musée archéologique national de Pérouse, de Lombrie, hein, et vous remarquez combien nous retrouvons cet art de vivre qui concernait les classes aisées de la société de l'époque. Mais il n'y a pas que les Ombriens, que les Étrusques. Les Ombriens, je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez moins de traces archéologiques de ce type-là. On a par contre des traces d'écriture très intéressantes qu'on a su déchiffrer, à la différence de la langue des Étrusques qui nous pose beaucoup de problèmes. Eh bien, on a les fameuses tables angulines qui donnent le récit, le relevé des fêtes de chacun des quartiers, de chacun des quartiers de l'année, en fait. Et là, face à nous, nous avons commencé par Assise, nous y revenons. Et voici quelque chose que peu de gens pensent trouver à Assise quand ils y arrivent la première fois. Il s'agit d'un temple, un temple authentiquement romain. Première dédicace au Dioscure, et puis passer au culte de Minerve. Et quand la christianisation va devenir obligatoire à 390 de notre ère, eh bien ce temple, 390-392, écrit de Théodose et application, ce temple va être transformé en église, une église dédiée effectivement à Marie, mère de Dieu, mère du Christ, et Marie sopra Minerva, c'est-à-dire par-dessus Minerve. Le nom, il est assez délicieux. On en profite pour regarder quelque chose d'amusant. Nous sommes ici sur la grande place du village que je vous ai évoqué tout à l'heure lors de la première diapositive. Vous voyez des drapeaux rouges et bleus. Eh bien, c'est tout simplement les drapeaux des quartiers qui s'affrontent chaque année, comme cela se fait dans tellement d'autres cités de l'Italie traditionnelle. Le quartier des nobles du haut de la cité et le quartier des magnifiques du bas de la cité qui sont moins nobles, moins riches souvent d'ailleurs, et ces deux affrontements continuent, perdurent et sont l'objet de joutes qui n'ont plus la violence d'antan heureusement, mais qui mobilisent beaucoup les habitants de ces quartiers. Continuons avec encore une autre marque de cette antiquité, parmi tellement d'autres bien sûr. Nous sommes cette fois-ci un peu plus au sud, nous sommes à Spolète, et là vous voyez un ancien théâtre romain. Et c'est quelque chose que ceux qui connaissent un petit peu l'Italie ou même d'autres terres touchées par l'Antiquité romaine ont déjà vu, certainement. Vous remarquez que à la place de la scène et avançons sur le prosénia, vous avez le prosénium, vous avez une très vieille église qui a été rebâtie au XIe siècle, mais qui est d'essence beaucoup plus ancienne, qu'on appelle Sainte-Agathe. Et ça, c'est une façon de montrer que la christianisation est une christianisation qui se fait en terminant avec la façon antique, notamment la façon antique de s'amuser, mais également de pratiquer d'anciens cultes. Je vous rappelle que le théâtre est d'origine religieuse, sacré, hein, dans le cadre des cultes dionysiaques et avant épicuriens lors de la création de celui-ci à Athènes. Donc effectivement, on a une prise de contrôle, une prise de possession de cet élément qui est bien matérialisé. C'est assez intéressant pour comprendre comment l'esprit antique et la société antique va de petit en grand symbole comme ici, commencer de passer dans une autre façon de se considérer elle-même. Et puis, on arrive donc à ce Moyen-Âge. Et ce Moyen-Âge, il va continuer une tendance existante auparavant et une tendance que l'on retrouve peu ou prou dans l'essentiel du bassin méditerranéen, qui est ce qu'on appelle la tendance au village perché. Alors en France, vous avez un très grand géographe, historien qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Monsieur Xavier de Planol, qui est très intéressant. Et là, je vous ai mis des photos qui vous montrent quelques-uns de ces villages perchés. Bien sûr, sur un éperon qui domine le lac de Trasimène avec Castiglione sous le lago, mais vous avez très vite, avec cette très triangulaire colline sur laquelle ce petit bourg se retrouve, vous avez une photo de Pérouse. Alors là, Pérouse, on passe d'une colline à une autre. On est en train de descendre de la colline de Sant'Angelo, qu'on verra un petit peu tout à l'heure avec deux édifices. Et puis, on va
franchir l'ancienne vallée qui est maintenant une vallée sèche, ancien affluent du Tibre qui s'est tari, et puis on va remonter vers l'éperon originel de Pérouse que vous voyez au fond, et regardez sur toutes ces prophétisants pour regarder sur tous ces clichés combien les nuages sont présents. C'est normal, ça ne veut pas dire qu'il va pleuvoir, un peu, bien sûr, mais ce sont des ciels extrêmement complexes, extrêmement lourds de bons gros virages, nuages, pourquoi dis-je virages, et qui vont effectivement abonder le sol et lui donner cette verdoyance magnifique. Vous avez donc assise avec un petit peu de cette église Sainte-Claire que vous voyez tout à fait sur votre droite, et puis au milieu nous sommes à Spello, et ce qui est très intéressant, c'est en fait une allégorie que je vous mets là, c'est combien une petite ruelle vous emmène sur une vastitude, vous emmène du détail jusqu'au tout. C'est une petite allégorie que je trouve assez amusante et que je me suis permis de vous proposer. Et nous allons maintenant regarder quelque chose qui va concerner cette fois-ci la deuxième moitié de ce Moyen-Âge et prolonger les tendances que nous avons déjà eues. C'est une aventure merveilleuse qui va se naître et prospérer à partir de l'Ombrie, à partir du noyau d'Assise, c'est l'aventure franciscaine. Elle commence par ce jeune homme que vous voyez habillé d'un peu de la chasuble de l'évêque, parce que son père, qui est juste à la droite du groupe de François et de l'évêque, le déshérite, le renie quelque part, et lui choisit l'extrême pauvreté, et donc il n'a plus d'habits. Le papa qui les porte, et la rupture est consommée entre les deux hommes. Et c'est une aventure qui commence très vite dans la mysticité, dans le mysticisme, je sais pourquoi je dis mysticité, c'est une bêtise, mais également dans l'admiration et le dénuement, comme vous le voyez ici. Et là, cette fresque fait partie de nombreuses fresques que vous pourrez voir à Montefalco. On reparlera souvent de Montefalco parce que c'est un des grands lieux artistiques de cette Italie. C'est une fresque de la Renaissance, pour celle-ci, due à M. Benozzo Gozzoli, qui est une personnalité tout à fait intéressante culturellement, toscan, qui est venu travailler en Ombrie. Et puis, vous connaissez le dénuement, je viens de vous en parler, mais vous connaissez bien sûr la charité de François. Eh bien, il y a là un parallèle avec la charité de Martin. Et il y a bien longtemps, au IVe siècle, en Gaule, et bien là, François donne son manteau à un pauvre. Voilà une représentation que vous pouvez lire comme d'autres dans les écrits franciscains, y compris les Fioretti, et qui est là tout à fait bellement mise en fresque par M. Giotto di Bandone, pour être complet. Mais est-ce que l'on sait que justement François a une autre influence, outre cette générosité des débuts, c'est cette création des crèches qui d'abord ont été vivantes avant de devenir des crèches de personnages taillés dans le bois ou moulés dans la glaise. Eh bien, effectivement, la première crèche a pris place ici, dans cette commune de Greccio, en pleine Rieti, et dans la province de Rieti, qui est une province de l'Est de l'Ombrie. Et effectivement, on y voit François qui, là encore, est accompagné de gens qui se demandent ce qu'ils font, etc. Et il est en train de créer cette première crèche vivante. Pourquoi ? Parce qu'il veut tout simplement retrouver l'esprit même de la crèche et comprendre pourquoi ceci a une grande importance. Effectivement, non seulement lui, mais les familles, les paroisses, mais aussi l'art se chargera de bientôt répandre complètement cette pratique des crèches dans tout l'Occident chrétien de l'époque et au-delà. Et puis, après cette tournée vers François, nous allons continuer notre chemin dans le monde, et pour cela, nous allons observer tout simplement l'arrivée de la Renaissance. Vous vous souvenez que tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'Ombrie au début, je vous ai indiqué que celle-ci était une terre
était semé de l'axe montagneux avec simplement une trouée de plaine jusqu'au lac Trasimène et au-delà qui lui permet de joindre la Toscane. Mais partout ailleurs, il faut utiliser ce qu'on appelle des cols pour sortir et aller venir de l'Ombrie. La Via Flaminia passe par des cols elle-même, que ce soit au sud ou que ce soit au nord de cette Ombrie. Eh bien, cette situation qui, en fait, minimise les échanges immédiats, elle va se retrouver à la Renaissance où l'Ombrie va accueillir avec un effet de digestion, avec un effet d'apprivoisement, les esthétiques nouvelles qui naissent à quelques distances de là, en Toscane, à Florence, à Sienne, à Pise, ou à San Sepolcro. Et effectivement, surtout Florence va être décisive dans l'arrivée de cette nouvelle esthétique. Et quelque chose qui va aider, c'est cet éparpillement, cet émiettement des petites communautés humaines en cités, chacune avec leurs propres seigneurs, mais aussi régulièrement chacune avec leur évêque, car on ne compte pas moins de 22 évêchés au Moyen Âge dans cette zone-ci. Donc effectivement, les commandes, qu'elles soient religieuses, comme ce sera souvent le cas au XVe siècle, ou bien à l'initiative de grands bourgeois ou de seigneurs des villes, ces commandes vont être abondantes et vont permettre de faire venir dans un premier temps des peintres majeurs de cette Renaissance florentine. Le premier dont vous avez à gauche une petite vue des œuvres, c'est Monsieur Fra Angelico qui va venir à la cathédrale d'Orvieto et il travaillera dans les années 47-49, disons au milieu du XIIIe siècle, du XIVe siècle, pourquoi je dis ça, il travaillera à ce magnifique revêtement des ciels, on doit même plus parler de ciel que de plafond. Vous voyez qu'il est légèrement encore archaïsant dans les choix qui lui sont un peu commandés aussi par les autorités ecclésiastiques d'Orvieto, parce qu'il a encore ici des ciels couleur d'or, c'est-à-dire qu'il situe tout ce qui se passe dans le au-dessus du ciel, là où est la lumière complète, c'est-à-dire chez Dieu, tout simplement. Il est vrai aussi que le cycle est consacré au jugement dernier. Effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait céleste pour les meilleurs d'entre eux. Et puis, à droite, nous avons un autre, très, très mondialement connu, un autre artiste qui est venu lui aussi travailler, cette fois-ci plus au sud dans l'Ombrie, à Spolète, c'est Fra Filippo Lippi. Lui, 20 ans après, il va dessiner, il va peindre à fresque cette merveilleuse scène, mais parmi d'autres, dans le cadre de l'ornementation du chœur de cette église cathédrale de Spolète. Et cette scène de crèche, là encore, on retrouve un petit peu d'un esprit initié quelques années, quelques siècles auparavant par François. Cette crèche, elle est maintenant représentée très normativement. Alors, à l'époque, comme vous le savez, les représentations des crèches, elles servent également une visée théologique, c'est pour bien asseoir le dogme chrétien qui veut que le Christ soit tout à la fois homme, tout à la fois Dieu 100%, enfin complètement homme, complètement Dieu, et donc pour le montrer, on doit bien montrer l'humanité du Christ lors de sa naissance dans une simple crèche. Voilà l'explication du nombre de ces crèches représentées. C'est en fait pour lutter contre des hérésies dont les Bogomiles, Cathares, parmi d'autres, ont été des représentants. On continue. Et nous allons maintenant voir comment cette Ombrie, qui a d'abord accueilli de grands auteurs, de grands peintres, de grands sculpteurs, de grands architectes également, va commencer maintenant à accueillir des gens qui vont travailler tellement longtemps chez eux qu'ils vont être un peu, pour ainsi dire, adoptés
Excusez-moi, j'ai fait une fausse manipulation. C'est ma première webconférence, donc je vous demande toute votre indulgence, bien sûr. Donc je vous parlais que dans cette cathédrale d'Orvieto, de San Briccio, là où Fra Angelico avait fait ces ciels merveilleux, eh bien, vous avez ici Luca Signorelli, 50 ans après, qui va réaliser une puissante composition sur plusieurs des murs verticaux et non plus du plafond bombé de cette chapelle du transept sud. Et ici, nous en voyons quelques éléments qui annoncent beaucoup de révolutions futures dans l'esthétique du deuxième moment de la Renaissance, notamment le futur maniérisme avec ces sorties de cadres que vous voyez avec ces personnages en faux, en trompe-l'œil, mais vous avez également, on le remarquera tout à l'heure, une grande influence exercée sur quelqu'un qui s'appelle déjà Michel-Ange, mais qui sera impressionné par le travail fait à Orvieto par Luca Signorelli. À notre gauche, nous avons quelqu'un qui est à la fois un céramiste, un sculpteur et un architecte de renom, il s'appelle Agostino di Duccio, et vous avez ici cette composition qui est une pietà assez inattendue parce que le Christ y est montré verticalement, ce qui n'est pas du tout commun, hein, et cette pietà, elle se retrouve donc au musée diocésain de Pérouse. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces artistes, mais d'autres également, non seulement vont venir accomplir une tâche qui leur est commandée, comme les artistes de la génération d'avant, mais ils vont durablement s'installer. Certains y mourront d'ailleurs en Ombrie, ce qui fait qu'ils deviennent ombriens et participent à l'élan de cette création de la Renaissance ombrienne. Et cette Renaissance ombrienne, nous y allons, si vous le voulez bien, maintenant. En voici quelques exemples, bien sûr, j'aurais pu en mettre tellement d'autres, mais j'ai préféré commencer par tous ceux qui sont les plus connus. J'ai un peu laissé de côté beaucoup, Caporali, etc., mais je ne peux pas montrer tout le monde en 30 minutes, et on a beaucoup d'autres sujets sur cette présentation de l'Ombrie. Donc, concentrons-nous sur 3 d'entre eux. À notre gauche, nous avons le Pérugin. Le Pérugin, alors, il vient de ce merveilleux atelier de Verrocchio qui a été l'un des plus importants ateliers de la Renaissance, mais aussi, je dirais, de l'histoire de l'humanité en termes de réussite pédagogique, d'éveil et de considération du génie propre de chacun par le maître Verrocchio. Eh bien, lui a été élève de cet atelier avec Lorenzo di Credi, avec Léonard de Vinci, avec Domenico Ghirlandaio, avec Botticelli qui terminait son 2e apprentissage, son complément, et bien d'autres encore. Signorelli n'était pas loin, même s'il n'était pas forcément directement dans cet atelier. Vous avez ici une réalisation dont l'affectation directe à Pérugin, au Pérugin n'a pas été très, très simple parce que M. Vannucci ne signe pas, on n'a pas forcément toujours les contrats de création de ces œuvres de la part des commanditaires. Beaucoup de choses se sont perdues au cours de l'histoire et c'est par la stylistique et l'analyse chimique qu'on s'est aperçu qu'il s'agissait bien d'une œuvre du Pérugin. Elle est là aussi à Montefalco. À notre droite, nous avons presque le plus jeune des 3, ça se joue à une génération avec le Pérugin, ça se joue avec quelques mois ou quelques années avec Raphaël qui est au centre, c'est Pinturicchio. Pinturicchio qui est en fait tellement souvent montré et tellement peu souvent cité qu'on a là un petit décalage. C'est un petit peu comme avec Benolto, Gozzoli. Ce sont des artistes qui ont marqué l'esthétique, qui ont marqué les révolutions en cours dans le monde de cette création artistique, sans pour autant que leur nom soit toujours porté au même pinacle que d'autres. Et puis, au milieu, nous avons le plus connu, le plus mondialement connu des artistes de la Renaissance ombrienne. Il s'agit de Raphaël. Eh bien, M. Santi a on dit que c'est le plus ombrien. En fait, il est né à Urbino, donc il est né dans les Marches, un petit peu plus au nord-est. C'est le territoire voisin, vous l'avez vu tout à l'heure. Eh bien, je vous ai mis là quelque chose, c'est pas que j'ai triché, mais c'était à Pérouse.
Ceux qui ont triché, c'est ceux qui ont pris cette œuvre de Pérouse pour la mettre ailleurs, parce que son renom est tellement grand qu'à part quelques œuvres de prime jeunesse effectuées avec Pérugin à quatre mains, sachant peu si tel trait est de l'un, tel trait est de l'autre, la plupart des œuvres vraiment affectées à Raphaël ne sont plus en Ombrie parce qu'elles ont été déplacées, vendues. Et si vous observez le catalogue des œuvres de Raphaël, vous verrez que beaucoup d'entre elles, pour ces œuvres de jeunesse, d'avant son départ pour Florence, pour perfectionnement artistique, ces œuvres de jeunesse ne sont pour l'essentiel plus en Ombrie, mais effectivement, il a complètement fait partie de ce mouvement qui a été regroupé un temps dans une appellation qu'on appelle la bodega de 1473, hein, donc je vous le dis en français pour aller plus vite, donc l'atelier de 1473, un regroupement qui notamment va voir ces trois peintres et puis bien d'autres parmi ceux que nous avons cités juste avant et d'autres que je n'ai pas forcément encore évoqués, construire cette spécificité ombrienne. Alors quelle est cette spécificité ombrienne ? Vous avez en tête, avec Botticelli, avec d'autres Florentins, Lorenzo di Credi, bien sûr Léonard de Vinci quand il peint, vous avez en tête cette magnifique douceur qui appelle le terme d'art doux que donnent certains historiens de l'art à cette façon florentine du dernier tiers du XVe siècle, du Quattrocento en italien. Eh bien, cette douceur, elle arrive grâce à ces échanges en Ombrie où elle va prendre un tour encore plus gracieux et c'est celui qui va être décisif pour l'aventure de Monsieur Raphaël, par exemple. On peut dire que l'art ombrien, c'est un art qui, au sein de la douceur, va privilégier la grâce. Est-ce qu'il faut y voir une lointaine influence de la douceur de François ? Allez savoir, mais en tout cas, c'est bien une fibre particulière et tout à fait remarquable de cet art ombrien. J'ai fait un détour un petit peu rapide. Effectivement, je ne voudrais pas aller trop lentement parce qu'on a encore quelques très belles choses à faire. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce que nous avons vu ou pas encore? Je ne sais pas. Non, pas tellement pour l'instant. Bien. Nous allons donc maintenant faire une deuxième partie. Nous allons cette fois-ci circuiter à travers les villes d'Ombrie. Alors, on a déjà vu quelques-unes des œuvres d'art, quelques-uns des monuments qui émaillent cette Ombrie très riche en patrimoine, bien sûr, mais cette fois-ci, on va prendre pour exemple certaines villes, et bien sûr, nous allons commencer par la ville de Pérouse, l'une des plus anciennes ville de cette Ombrie, une ville qui est également, donc, je vous le rappelle, la plus importante et toujours actuellement la plus importante de cette région. Et nous avons ici deux visions des abords de Pérouse. À gauche, l'abord de Pérouse de l'Antiquité. Nous avons ici des murs. Alors, si vous observez bien dans cette photo de gauche jusqu'au niveau de la première... du premier arc surbaissé de cette porte d'entrée de ville, vous avez de part et d'autre des grosses pierres en appareil assez régulier, relativement régulier, et puis au-dessus de ce niveau, vous avez des pierres d'une taille plus petite, mais par contre légèrement plus régulière. Vous le voyez bien ? Eh bien, la grande partie du bas, est en fait le reste des murailles étrusques de la ville. Et les Romains vont continuer de bâtir, rehausser ce niveau pour créer, compléter les éléments à la façon romaine, ce que vous voyez de part et d'autre de la porte, y compris l'ornementation au-dessus des mascarons et de la corniche, de la deuxième corniche en hauteur. Ici, nous sommes donc dans la porte Augustine, qui a été baptisée ainsi par Octave, devenu Auguste, bien sûr, mais qui, en fait, comme vous le voyez, a une antiquité
tout à fait importante. Et puis, sur notre droite, nous avons une autre porte fortifiée, car à l'époque, on ferme les villes chaque soir, on les rouvre au matin, et il faut absolument se défier. On a parlé de cet émiettement des formes médiévales. À l'Antiquité, c'était pas mieux. Et donc, il fallait lutter contre non seulement le brigandage, mais aussi les attaques brusquées, parce qu'il y a des esprits de conquête qui étaient assez nombreux. Et là, cette porte-ci, elle est à 1 kilomètre en gros de la première, elle est dans son axe, c'est la porte Sant'Angelo, et le quartier de Sant'Angelo, on l'a vu tout à l'heure, vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on voyait le promontoire habité de Pérouse, eh bien on le voyait depuis les alentours de cette porte-là, on avait déjà commencé de redescendre, eh bien là vous avez l'accroissement de cette ville de Pérouse en superficie à l'occasion de l'embellissement médiéval et du meilleur rôle commercial et politique qu'elle a pu tenir. Pérouse est une ville qui est résolument, comment dire, guelfe, gibelin, ça va changer, mais résolument aux mains à l'époque de pouvoirs notables, notamment les Baggioni qui seront très, très célèbres. C'est une ville qui va connaître un sort très contrasté, très tumultueux, comme c'est le cas de nombreuses villes. Simplement, l'économie est florissante et donc on a incorporé des faubourgs créés depuis, on a incorporé des zones qui étaient encore inoccupées et qui vont bientôt se lotir pour accroître cette ville. Continuons donc, si vous le voulez bien. Nous allons maintenant dans le centre complet de cette cité de Pérouse. Et de ce centre, on le voit ici, nous sommes dos à la cathédrale et nous voyons le palais des prieurs, le Palazzo del Priori. Alors, qu'est-ce que sont les prieurs? Eh bien, les prieurs, ce sont les doyens, ce sont les notables qui mènent la ville et qui lui donnent son fonctionnement communal. Et l'une des grandes quêtes que vont avoir de nombreuses cités, Pérouse notamment, sera en balançant tantôt d'un parti, tantôt de l'autre, durant ce deuxième Moyen-Âge et puis la Renaissance qui pointe, d'essayer, ici nous sommes encore au Moyen-Âge, vu l'allure de ce palais, c'est un palais d'origine romane, remanié à l'époque gothique, eh bien, on va essayer d'accroître sa liberté, d'accroître son indépendance en votant qui pour le pape, ce seront les guelfes, qui pour l'empereur, ce seront les gibelins. Bien sûr, guelfes et gibelins vont se faire une lutte quelquefois sans merci. Et puis au sein des guelfes, il y a encore une petite subtilité entre ceux qui sont des guelfes blancs, c'est-à-dire favorables au pape et qui sont donc complètement ultramontains, et puis ceux qui sont guelfes noirs qui veulent une indépendance plus laïque et beaucoup plus détachée de la chose papale ou de la chose impériale. Et puis, devant nous, vous avez quelque chose qui manifeste également cet appétit d'indépendance. C'est cette fontaine. Cette fontaine, elle, comme vous le voyez, elle est en fait extrêmement ancienne et elle date du XIIe siècle. La machinerie permet de monter l'eau jusqu'ici grâce à un système ingénieux absolument émérite qui fonctionne du reste toujours, qui a simplement été relayé, renforcé par des moyens électriques, mais la machinerie et les tuyauteries existent. L'ornementation a été faite également par de très nombreux, par deux frères en fait, qui ont sculpté ces très nombreuses facettes de cette superbe fontaine. L'intérêt de cette fontaine, créée par M. Battestini dans sa forme générale et dans sa conception d'ensemble, c'est d'amener l'eau librement, gratuitement aux habitants du centre-ville et donc d'émanciper ces citadins du droit à l'eau qui était jusqu'alors perçu quand il nous fallait aller chercher l'eau. Donc, vous voyez que nous retrouvons ici de l'émancipation communale, même avec cette superbe fontaine qui est ici dans cette place du 4 novembre. Et puis, vous avez une grande rue ancienne qui part, elle s'appelle le cours
Vanucci, du nom bien sûr de famille du Pérugin, et c'est une rue qui va jusqu'à l'autre bout de la ville, là où il y avait justement le palais de cette forte famille qui sera détruit pour créer une redoutable forteresse, la Rocca Paolina, et qui, elle, sera un point d'ancrage de la papauté une fois qu'il aura pris Pérouse dans l'escarcelle, je dirais, de ses états papaux. Nous allons continuer maintenant et voir que Pérouse est une ville superbe, très diversifiée. Nous sommes ici en Haute-Ville, nous sommes pas loin de cette Rocca Paolina, mais dans une des contre-allées qui nous permet d'avoir cette grande vision. Et nous remarquons ce quartier qu'on appelle le quartier Saint-Dominique parce qu'il est comment dire, il donne sur cet ancien couvent des dominicains et puis sur ces faubourgs nombreux, au-delà desquels vous avez encore, on le devine, de nouveaux quartiers, cette fois-ci du 19e et surtout 20e siècle. Et puis au-delà, vous avez cette plaine que nous retrouvons, la même que celle qui s'étend jusqu'à Florence et Sienne, hein, qui passe le long de chaque côté du lac Trasimène, c'est celle-là même. Et nous avons dans cet ancien couvent des dominicains une splendeur, quelque chose qui mérite complètement votre intérêt, qui est le Musée national d'archéologie d'Ombrie. Et je vous ai sélectionné une des très nombreuses pièces, c'est ce sarcophage. Et c'est un sarcophage, il faut que je vous raconte une petite anecdote à ce sujet-là. Ce sarcophage, il était, comment dire, il était l'objet d'une très grande surprise d'une personne qui, comme vous, était venue visiter l'Ombrie, parce qu'elle voit cette représentation d'un culte dionysiaque avec un homme mort au sein de ce culte, et cette personne avait fait tout un travail universitaire sur les piétas et les descentes de croix. Et elle était complètement étonnée de voir que cet homme ressemble tellement à un Christ, alors que pour autant, nous sommes 2 siècles avant seulement la naissance du Christ. Vous voyez, c'est très curieux. Et on a ici des esthétiques qui vont être reprises pour exprimer des vérités à travers les changements qui vont se faire jour. Et ce sarcophage, il a une belle façon de nous le dire, bien sûr. Et puis, Pérouse, c'est aussi des éléments tout à fait importants de très vieux sacrés, comme ce que nous retrouvons à gauche, qui est cette église des Saints-Anges. En fait, première dédicace, c'est l'église dédiée à l'archange Saint-Michel. Et pourquoi est-ce qu'elle est dédiée à l'archange Saint-Michel? Parce qu'elle est sur l'autre colline sacrée de Pérouse, celle qui sera rejointe par l'enceinte, la tour que nous avons vue tout à l'heure, elle est à côté de cette église. Eh bien, cette église, elle a pris la place d'un ancien culte, d'un ancien lieu de culte païen. Et vu que l'affrontement s'est passé d'une façon réelle, eh bien, c'est Saint-Michel, comme quelquefois Saint-Georges ailleurs, que l'on évoque dans ces passations assez difficiles entre culte païen et culte chrétien. C'est une église en forme de rotonde très intéressante, avec des chapiteaux qui ne sont pas forcément les réemplois que l'on croit, parce qu'ils ressemblent beaucoup, pour ceux qui connaissent, aux chapiteaux de la crypte funéraire de Jouarre. Cette église date des 5e et 6e siècles, seules quelques voussures gothiques et puis la porte que vous voyez là l'ont légèrement transformée au 13e-14e, mais en gardant complètement l'esprit. Je vous ai parlé de surprise tout à l'heure avec ce tempietto de Clituno. Et bien là, je vous montre une autre surprise. En redescendant de ce quartier de Sant'Angelo, nous sommes passés dans celui de l'université. Et dans un des immeubles universitaires, je crois bien que c'est la bibliothèque de mémoire, eh bien, ils ont créé un surœuvre parce qu'ils ont trouvé cette fresque dont on voit ici une partie qui était depuis près de 2000 ans ensevelis sous la terre et qu'ils ont réveillé. Ça pourrait presque être une pièce de science naturelle, tellement les dessins sont assez précis sous forme de silhouettes. Voilà ce genre de petits secrets inattendus pour lesquels on fait quelquefois des stations supplémentaires, des petits arrêts qui sont des arrêts merveilleux, de surprises confondantes.
Nous allons maintenant arriver à Assise. On a parlé de l'aventure franciscaine tout à l'heure, bien sûr, et cette aventure qui va être assez révolutionnaire, mais qui va être un petit peu composite par la suite. On va le découvrir dans quelques instants. Voici deux photos, non pas complètement d'ensemble, mais qui nous montrent une partie de l'église, de la basilique basse, celle qui est décorée notamment par Giotto, mais pas seulement. Et puis, celle de l'église haute. Alors, l'église haute a beaucoup souffert du tremblement de terre de 1997, donc on a encore encore et peut-être pour toujours, il faudra voir, des parties de ces peintures qui manquent. C'est vrai, on n'a pas encore tout retrouvé de ce qui existait avant ce séisme. On a bien sûr de très nombreux peintres qui sont venus travailler dans cet ensemble basilicaire sur bien des périodes et déterminer précisément l'auteur de telle ou telle représentation n'est jamais facile et on hésite que ce soit pour les peintures du Trecento avec Giotto, Cimabue ou d'autres, que ce soit pour les peintures de la basilique supérieure, on a beaucoup de difficultés de Giotto ou d'autres, pour affecter vraiment ces peintures, et qui rappellent bien sûr tout le cycle de la vie de Saint François et de l'émerveillement au monde qui accompagnait sa quête. Alors voici trois images d'Assise. Une première image ici nous montre à nouveau cette église Sainte-Claire. Vous savez que Sainte-Claire, c'est celle qui devait épouser François, c'était un peu sa fiancée, elle n'était pas encore fiancée, mais un peu promis seulement. Et puis chacun va en fait rentrer en religion, lui en créant donc, sans le savoir, cet ordre qu'on appelle les franciscains, et elle en créant l'ordre des Clarisses, qui sont en fait les franciscaines quelque part. Et vous avez cette église, elle est surmontée du château dont nous avions aperçu la silhouette tout à l'heure lors de notre début de voyage. Au milieu, nous avons quelque chose de beaucoup plus intime. C'est l'ermitage de San Damiano, là où, venu en prière devant une de ces croix qu'on appelle maintenant croix franciscaine, mais qui préexistaient à François, ce sont des croix romanes italiennes et ombriennes notamment. Eh bien, à San Damiano, c'est là où François entend la voix qui lui dit il faut restaurer cette église. Il pense que c'est cet ermitage dont il s'agit. Il commence avec quelques-uns de ses compagnons à le retravailler, puis il s'aperçoit que c'est d'une autre église vivante dont il s'agit. Et effectivement, il remettra, comment dire, il remettra cette vertu en œuvre différemment, en s'engageant notamment vers les humbles, en s'engageant vers ce que je me suis permis d'appeler tout à l'heure l'enchantement du monde. Mais c'est un lieu extrêmement émouvant qui se mérite parce qu'il faut descendre, ça va, mais il faut remonter et c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait quand même très, très élégamment. Et puis c'est tellement, tellement intime. Et puis on a ce qui est très intéressant à mettre peut-être en parallèle, c'est en tout cas ce que j'ai pensé, on a cette énorme basilique de Sainte-Marie des Anges. C'est une basilique, c'est une espèce de très beau gâteau de sucre glace baroque qui a été créé autour de la petite église romane ornementée extérieure comme intérieure que vous voyez un petit peu à gauche dans l'axe du chœur. Et autour de cette petite église où est mort François, on a créé cette très grosse basilique. Et c'est en fait une petite, un petit clin d'œil à l'aventure franciscaine et à la difficulté qu'elle a eue entre austérité, pauvreté, le poverello, dit-on, de Saint François, et puis l'évolution sous l'autorité des ecclésiastiques vers un ordre plus fort, plus dominant et qui donnera d'ailleurs quelquefois des inquisiteurs. Eh bien, on a ces deux franciscanismes qui vont exister et là, nous le voyons peut-être résumé symboliquement par cette vue intérieure. Nous allons maintenant passer à Spello. Spello, c'est un petit village qui existe
de toute antiquité lui aussi, qui a laissé de très nombreuses traces romaines, comme ici la Porta Venere que nous avons sur notre gauche, doublée d'une porte médiévale un petit peu plus bas, vous le voyez également, mais beaucoup moins étendue bien sûr que Pérouse. Et puis vous avez cet enchevêtrement de petites rues d'origine romaine, mais qui se sont corrigées par la pratique et le réemploi d'un certain nombre de pierre également. Spello, c'est un petit village où vous avez des merveilles, comme notamment ce que vous avez vu tout à l'heure, cette scène de l'adoration de l'enfant de Pinturicchio, qui se trouve dans la basilique Sainte-Marie majeure de Spello. Alors, c'est une ville qui a connu des affres terribles. Elle a été attaquée quelques années après la mort de François. Elle a été attaquée par l'empereur Frédéric de Hohenstaufen qui l'a carrément vidée de ses habitants, ou peu s'en faut. Elle s'en est reconstruite, elle s'en est remise d'aplomb, mais avec grande difficulté. Nous sommes là, cette fois-ci, un petit peu dans le sud de l'Ombrie, et nous allons continuer ce voyage vers le sud en allant dans ce petit bourg de Montefalco. Montefalco, ça monte beaucoup, c'est sans doute Frédéric II qui a passé une bonne partie de son enfance ici. Vous savez que Frédéric II ne parlait pas allemand, mais parlait italien, toscan, ombrien, et qu'il s'est affronté fortement au pape. Le débat qui a amené à ce que Frédéric II vienne faire amende honorable à Canossa n'était pas forcément justifié d'un point de vue moral, mais ça, c'est quelque chose qui est une relation de pouvoir plus que d'autres choses. Eh bien, nous avons ce village de Montefalco. On en a vu quelques images avec les fresques de M. Gozzoli, avec cette fresque du Pérugin qui était tout à l'heure présentée dans cette introduction à la Renaissance ombrienne. Et puis, vous avez justement l'ensemble des fresques de Gozzoli dans ce cœur de cette église Saint-François, qui recèle également un petit musée très intéressant. Je ne peux pas tout vous montrer, et je vois déjà qu'il faut que j'accélère presque, ou peu s'en faut. Donc, c'est un très petite cité, gros bourg, mais il a quelque chose d'assez charmant. Et puis, nous arrivons pour s'approcher malheureusement de la fin, dans deux villes, celle-ci sera au sud, l'autre sera au sud-ouest, c'est Spolète par laquelle nous commençons avec ce viaduc romain du 1er siècle qui a fonctionné. Les gens pouvaient l'emprunter jusqu'au même séisme de 1997 qui a abîmé Assise. Depuis, il serait trop dangereux de s'y aventurer, donc il est fermé au public, mais il permettait de joindre deux promontoires et donc de prolonger directement sans s'embarrasser de descendre dans la vallée la Via Flaminia qui, à l'antique, passait ici. Et puis, à notre droite, nous avons deux étapes de cette construction de la forteresse sur l'éperon initial. La première étape en bas, avec ces énormes pierres, ce sont des pierres ombriennes, parce que Spolète, nous sommes au-delà du Tibre, comme pour Spello du reste. Et là, nous sommes en Ombrie, chez les Ombriens. Et effectivement, leur art de la construction s'accommodait de ces pierres qu'on appelle cyclopéennes. Et puis au-dessus, nous avons une forteresse, un rocca, parce que c'est la façon dont on parle d'une forteresse, un château. On le retrouve un petit peu quand on dit la roque Gajac en français, c'est la même origine. Cette forteresse, c'est celle qu'a construit pour assurer l'autorité papale sur cette région qui était pendant longtemps terre lombarde, puis terre d'empire. C'est le cardinal Gilles Albornoz, donc on l'appelle la Rocca Albornoziane. Je vais y arriver. Hein. Elle est très célèbre, très, très, très forte, point fort et point qui rappelle des moments de contrainte et de contrôle social très fort ici, comme à Pérouse. Hein. Cette prise de contrôle de l'Église à la fin de la Renaissance, au début des temps du XVIIe siècle, est une prise de contrôle qui est assez rude, assez dure. Certains en ont conservé une mémoire collective dans certains endroits qui est assez réelle.
Mais Spolète, c'est tellement d'autres choses. Alors, on va parler un petit peu de ces grandes richesses hein, en regardant, par exemple, la cathédrale. Comme vous la voyez ici devant vous, elle est d'origine romane, remaniée à l'époque gothique, mais elle n'est pas que romane, elle n'est pas que gothique, elle est très fortement renaissante également. Vous avez à droite la petite chapelle par laquelle on entre, la Capella della Sonta, la chapelle de l'Ascension, hein, parce que c'est une église qui est dédiée à Sainte Marie de l'Ascension. Et regardez cette merveilleuse chapelle décorée à fresque dans le pur style de cette Renaissance ombrienne. Et puis, pour vous montrer que les trésors sont partout, y compris dans les édifices majeurs, voici une chapelle collatérale, latérale de la nef nord qui a été rouverte un peu par hasard et ils ont découvert c'est avant toute restauration, cette ancienne ornementation datant de la Renaissance, qui en donne quelque chose de merveilleux. Et on a encore d'autres choses à découvrir dans cette cathédrale, évidemment. Et nous, en tout cas, aujourd'hui, nous avons à découvrir le chœur, ce fameux chœur dont je vous ai parlé, peint par Fra Filippo Lippi. Vous avez sur la partie droite du chœur, vous retrouvez la crèche dont je vous ai parlé, et puis vous avez tout le cycle de l'Assomption de la Vierge, mais aussi d'autres éléments de sa vie terrestre. Voici ce chœur merveilleux peint par Fra Filippo Lippi. Je vous ai mis les deux chapelles qui prolongent chacun des bas-côtés nord à votre gauche, sud à votre droite, parce qu'ils présentent des intérêts. On a du baroque comme partout, hein, en Italie et ailleurs, mais ce baroque, il est assez intéressant. Et puis du maniérisme aussi, le baroque, on l'a à notre gauche avec cette chapelle, avec tellement de médaillons sur le plafond qu'il faut prendre beaucoup de temps et sans doute une paire de jumelles pour bien les voir. Et cette primauté de la sculpture et de l'élan qui caractérise bien cet aspect baroque. Et puis sur notre droite, nous avons la chapelle sud, et cette chapelle, elle est centrée sur une vierge extrêmement ancienne qui est en fait quasi byzantine, tellement elle est vieille. Comme je vous en ai parlé, on est dans des terres qui se sont disputées en byzantins et puis lombards pendant longtemps, et les Byzantins y ont laissé des traces, notamment parce que certains ermites étaient venus évangéliser et puis se retirer face à d'autres tourments qui pouvaient les menacer. Et autour de celle-ci, nous avons typiquement une belle chapelle, cette fois-ci maniériste. On est un petit peu avant le baroque, un petit peu après la Renaissance gracieuse, la Renaissance de la douce manière que vous avez dans le chœur principal. Et là, vous avez cette théâtralisation du monde qui est à l'œuvre, où les donateurs sont mari et femme représentés en train de prier, ce qui fait que quand ils venaient dans la chapelle qu'ils avaient commanditée, eh bien, ils se voyaient eux-mêmes en train de prier. C'est cette dichotomie, ce nouveau rapport à soi qui commence avec les temps modernes. C'est quelque chose qui date des années 1530, 1540, années où vont s'inventer l'opéra et le théâtre moderne. Continuons. Et nous terminons, Spolète, avec différentes vues très rapides de cette magnifique ville. Je vous montre un petit peu mieux le théâtre romain, cette fois-ci avec ses gradins, qui montrent qu'il pouvait bien accueillir quelque chose comme 2000 personnes, ce qui était déjà assez considérable. Vous avez ce dédale de petites rues, ces églises paléo-romanes qui sont très intéressantes avec leurs bandes lombardes qui soutiennent les hauts murs, et puis d'autres petits monastères qui se sont installés et rejoints bientôt par l'urbanisation dans la ville basse, dans la vallée. Cette ville de Spolète a été regardée comme la ville préférée des Italiens, donc il y fait bon vivre. Il y a tellement d'autres choses à observer que je n'ai malheureusement pas le temps de vous présenter, que j'en suis embêté. Puis nous terminerons cette présentation par
Orvieto, qui est la perle de l'Ombrie peut-être aussi, mais est-ce qu'il faut dire ceci est le meilleur, ceci est le deuxième, ceci est le troisième? Je ne fais pas de distinction comme celle-ci, mais elle est tellement magnifique sur cet éperon volcanique que vous découvrez. Regardez ces trois visions qui vous montrent, qui vous rappellent ici encore plus que dans d'autres villes, qu'il faut toujours monter et descendre pour gagner des villages. Du reste, la plupart d'entre eux sont pourvus d'escalators ou comme ici de funiculaires pour s'y rendre. Et c'est une ville extrêmement ancienne qui continue son rôle de ville sacrée avec la merveilleuse cathédrale que nous allons bientôt découvrir et qui était déjà la ville sacrée de la Confédération étrusque du temps où elle s'appelait Velzna chez les Étrusques, Volsini chez les Romains. Nous avons d'ailleurs au pourtour dans la ville basse quelques cimetières étrusques qui sont conservés. Et puis, nous nous promenons un petit peu, nous utilisons cette voie principale, le Corso Cavour, pour nous rendre dans le cœur même de cette cité médiévale aux très anciennes racines. Une cité qui avait un temps été vidée de ses habitants lors de l'arrivée peu de temps après l'arrivée des Romains, parce qu'ils s'étaient rebellés. Et puis, ceux-ci sont revenus et ils ont été rejoints par d'autres à la fin un peu plus tard dans l'Antiquité. Et voici donc cette ville où il n'est pas du tout rare de trouver de tels bâtiments romans comme ceux que vous voyez dans le cliché de gauche. C'est une ville où beaucoup de ces bâtiments sont d'assises ou d'origine romane, même s'ils ont été retravaillés avec les siècles. À notre droite, nous avons toujours roman et entouré d'une place où, malgré les réécritures architecturales, on voit bien l'origine romane de beaucoup des autres immeubles. C'est le Palais du Peuple, Palazzo dal Popolo, excusez-moi. Et lui aussi, vous en remarquez toute cette proportion de forme des édifices civils romans qui, faut-il le rappeler, étaient très nombreux dans l'ancien temps. Simplement, ils ne se voient plus parce qu'ils ont été réécrits esthétiquement par d'autres périodes. Et puis nous continuons. Nous avons ici la tour du Mort à côté de l'église Saint-André, sur cette très très jolie place longue, et puis ces rues médiévales. Et dans l'une d'elles, qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons l'axe même de cette église cathédrale, le Duomo de Santa Maria dell'Assunta, c'est-à-dire de Sainte-Marie de l'Assomption, et d'Assomption exactement, bien sûr. Vous remarquerez ici cette très jolie façade d'immeuble qui est toute ornementée de sgraffiti, c'est-à-dire que l'on a plusieurs couches de fresques, et tandis que la plus récente est encore fraîche, eh bien, on gratte pour faire apparaître la couche de couleur qui est sous-jacente. Et c'est la technique qui est utilisée ici, que vous voyez à l'œuvre. Ça, c'est tout à fait symptomatique de cet art italien, notamment toscan ou ombrien. Et puis, nous entrons pas encore, nous nous approchons de cette cathédrale. Regardez combien elle est haute par rapport au reste du bâti dans la vision de gauche, dans la vue de gauche. Regardez cette allure d'ensemble de cette façade qui est colorée de mosaïques qui sont bien sûr des mosaïques d'époque. Et puis, elle est très richement ornementée sans pour autant paraître d'une quelconque façon surchargée. Nous avons ici une fusion entre les racines romanes et puis le gothique pratiqué en Italie, qui en fait un des édifices les plus somptueux de l'histoire de l'art italien, et donc un peu aussi mondial, parce que l'Italie est quand même tout à fait remarquable à l'échelle des productions humaines de la Renaissance et depuis l'Antiquité, disons-le. Et à droite, vous avez, j'espère que c'est assez lisible, vous avez une représentation de l'arbre de Jessé, et nous avons, celle-ci se situe sur le pilier qu'il y a entre le portail central et puis le portail nord. Eh bien, chacun de ces piliers raconte un élément de l'histoire biblique. Et cet élément ici que vous voyez, vous pouvez en admirer l'ornementation et remarquer, ce faisant, la marqueterie qui entoure et ornemente l'ensemble de cette façade.
enfin, nous entrons, et ce sera la diapositive de conclusion, nous entrons pour découvrir un petit peu de cette cathédrale. J'ai dû faire des choix parce qu'il y avait beaucoup d'éléments à regarder. Alors, la chapelle du Corporal à gauche, elle est très intéressante, un petit peu plus euh, précoce que la chapelle San-Bricio que vous avez à votre droite. Le chœur, lui aussi, mériterait notre intérêt, mais ici, tout mérite un intérêt très fort. Vous avez donc ce bicolore que les Byzantins ont légué à l'art italien, mais aussi à l'art musulman, d'ailleurs, à naître. Et puis, vous avez à notre droite deux détails de l'œuvre de Signorelli. Je vous avais dit tout à l'heure que Signorelli était très innovateur, très proto-expressionniste, on pourrait presque dire, dans l'expression des sentiments. Eh bien, regardez ces deux scènes décrivant le jugement dernier et vous pouvez, sans vous forcer, y voir combien elles ont influencé le travail effectué dans la chapelle Sixtine 20 ans après le plafond par Monsieur Michel-Ange quand il a fait le jugement dernier qui est au fond au-dessus de l'autel de celle-ci. Voilà, j'ai terminé cet exposé en essayant de ne pas être trop long, mais malheureusement j'ai tellement de milliers de choses autres à dire que je ne peux pas dire parce qu'on a une demi-heure, c'est un format court et il faut bien résumer. Je vous écoute pour vos questions. Alors, parlons de nos prochaines conférences. Eh bien, pour ceux qui le désirent, vous me retrouverez pour parler cette fois-ci de l'Irlande, de ses paysages culturels et naturels, lundi prochain à 16 heures, des paysages que la nature a façonnés, que l'homme a quelquefois malmenés et quelquefois bonifiés d'une façon merveilleusement douce ou quelquefois violente. Voici l'Irlande, voici cette terre mythique, cette terre de légende, dont chaque bosquet peut être sacré. Effectivement, vous avez là une découverte de paysages merveilleux. Imaginez une île qui était une montagne, qui fut un glacier, et dont il reste d'autres anciennes montagnes, des falaises à couper le souffle, des paysages intérieurs inattendus. C'est ce que je vous propose de découvrir lundi. Et puis Palladio de Vicenza à Venise, une leçon d'harmonie. Là, effectivement, nous avons le maître de la Renaissance qui va écrire donc son traité à l'orée des années 1530 et qui va révolutionner l'esthétique en délaissant complètement la référence à l'art ogival qu'il appellera par dérision l'art gothique. Allez donc écouter ceci avec M. Patrick Faucheur, vous régalerez, c'est quelque chose qui sera d'un très grand intérêt pour vous et pour l'histoire de l'esthétique. Et enfin, le musée des Beaux-Arts de Dijon, qui, comme les musées de beaucoup de capitales régionales, c'est un musée extrêmement fourni, avec des pièces maîtresses dont on méconnaît souvent l'intérêt, faute de le fréquenter. Et grâce à Frédéric Drone, vous pourrez vous y rendre et vous intéresser, vous passionner pour ce très beau musée qui vous donnera envie d'y aller avec ou sans dégustation de vin, bien sûr. Voilà, j'ai terminé. À vos questions. Je descends pour les lire. Je remercie tous ceux qui me remercient aussi, parce que j'ai essayé de vous donner un peu de la passion que j'ai pour ce pays, qui est un pays où il règne une vraie douceur de vivre, c'est-à-dire une vraie convivialité. Je tiens à le préciser parce que je vous ai dit que ça n'est pas le tourisme de masse, mais c'est aussi un pays où nous sommes encore accueillis comme des êtres bienvenus, comme des gens qui font l'honneur de venir. C'est très agréable. Et puis, c'est très familial la façon de s'accueillir. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup. Et puis, si vous n'avez pas de questions, je guette les questions. Euh, et si vous n'en avez pas, eh bien, je me permets de prendre congé de vous. Voilà. J'espère bien que nous pourrons repartir et avant 2022-2023, si possible, ce serait encore mieux, parce que cette ombrie est vraiment tellement sympathique.
Et on a plein de petits secrets en plus à aller voir. J'adore euh, comme ça vous convier à partager un petit moment de découverte et compagnie. C'est quelque chose que je trouve charmant et qui fait partie du voyage parce que sinon ce ne serait pas un voyage. Voilà. Oui, j'accompagne des voyages en Ombrie, normalement un d'ailleurs cette année. Hein, donc effectivement, euh, vous pourrez bien sûr venir avec moi, bien sûr. Et du reste, Béatrice vient de vous indiquer le lien pour retrouver la possibilité de le faire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Oui, les cascades de marbre, oui, elles sont dans la région de Terny. Et c'est une région dans laquelle on va finalement assez peu. C'est le petit coin de terre sabine. Et elle a peut-être un peu moins de densité patrimoniale, quoique dire ça, c'est déjà un peu mentir. Mais ces cascades mériteraient effectivement un petit détour un jour où on aurait l'occasion de le faire. Je vous ai montré tout à l'heure à ce propos. Euh, comment dire, bien des éléments. On pourrait parler de la nature et des Apennins qui eux aussi sont une source de satisfaction de la vue merveilleuse. L'histoire des guelfes et des gibelins. Ah, cette histoire à bientôt en Irlande, absolument. Cette histoire des guelfes et des gibelins s'enracine dans la lutte de primauté entre le politique et le spirituel, celle qui, aux yeux de certains, a vu fleurir autant de Christ Pantocrator, disant que si le Christ avait tout pouvoir, alors son Église devait en avoir autant. Et ce sera l'affirmation d'un pouvoir qui n'est pas le pouvoir de l'Église, même s'il n'est pas contre celui-ci, alors que de l'autre côté, c'est l'affirmation d'une Église qui veut régir l'ensemble de la société, y compris la société politique et civile. Et vous voyez qu'il y a toujours une actualité dans cette façon. Alors, ce sera à l'échelle de l'Italie quelque chose qui permettra à celle-ci de voir beaucoup de communes tenter de passer d'un camp à l'autre, sachant que ces deux camps sont omniprésents, de telle manière à conserver et accroître un petit peu de leur propre liberté. Mais c'est une lutte où les condottières et leurs troupes ont semé la campagne et les cités d'un certain nombre de morts à l'occasion des batailles qui s'y sont déroulées. Et puis, c'est une lutte qui maintenant nous paraît, non pas nous paraît seulement, mais euh, qui nous est tout à fait dérisoire, nous avons dépassé cela, mais attention à ce que ça ne nous rattrape pas. Parce que dans n'importe quel coin du monde, on peut avoir cette volonté de contrôle total. Les créneaux de certains bâtiments ont-ils une signification? Oui. Les créneaux de certains bâtiments ont d'abord une signification défensive, ont après une signification symbolique, disant que la personne qui habite le fort bâtiment est une personne de pouvoir. Donc en fait, on a à la fois l'affirmation sociale et l'éventuelle défense, parce que les villes ne sont pas sûres. Quand je vous ai dit qu'il y avait tout à l'heure des affrontements entre guelfes et gibelins qui étaient très nombreux, on a des affrontements, guelfes ou gibelins ou autres parties, autres familles avec vendetta ou leur équivalent, à l'intérieur de chacune des cités. Et ces affrontements-là ne seront pas tendres non plus. Hein. Autre question? Oui, oui, j'en vois une, excusez-moi, que je n'avais pas remarqué. La citadelle de la Pieve, elle est dans la région de Pérouse, elle est ombrienne, absolument.
Allez-vous aussi dans les Pouilles? Oui, oui. Et le Gargano, l'influence byzantine? Ben oui, bien sûr, c'était le capitanat des Pouilles et de Calabre. Oui, et le Gargano, c'est merveilleux, ce mont. Là aussi, nous y retrouverons Saint-Michel, parce que nous y avons la première apparition euh, de Saint-Michel est le premier lieu de culte dédié à Saint-Michel dans toute l'Europe. Non, effectivement. Et la première représentation d'un Saint-Michel terrassant le dragon sur un des côtés du siège cathédral qu'il y a au fond de cette grotte qui est toujours fréquentée par de très nombreux pèlerins. Absolument. Oui, ben c'était une première. Merci beaucoup, Monsieur Morisseau, parce que c'est une première. On est, pour ça, de temps en temps, j'étais un petit peu bafouillant. Je vous prie de m'en excuser tous, mais c'est un petit peu de trac, peut-être. Voilà. Bien. L'alignement des sites de Saint-Michel, alors c'est très contredit cette affaire-là, parce que ça fonctionne entre deux sites, ce sera toujours aligné, mais entre sept, comme il est dit, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas plus que ça, ou alors il faudrait avoir un trait de tracé qui serait large de plusieurs dizaines de kilomètres, donc c'est pas excellent. Voilà. Oui, donc effectivement, je crois que je vous l'ai dit, mais je le redis, l'essentiel des photos que vous avez vues là sont des photos prises sur place par moi, donc qui correspondent au voyage que nous faisons. Hein, c'est très important cette dimension-là, parce que ce sont des voyages d'aventure esthétique et culturelle. Voilà. Alors le replay il va être disponible là dans quelques minutes, le temps qu'il soit digéré, il y a pas de souci, vous allez pouvoir le trouver aisément. Et sinon, vous en recevrez le lien par email, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez très facilement le retrouver. Je crois qu'on va arrêter. Euh, je crois qu'on va arrêter là maintenant. Je pense, je regarde. Parce qu'il ne faut pas qu'on traîne non plus trop longtemps, parce que il y a d'autres événements par la suite, et je ne voudrais pas mordre sur eux. Voilà pourquoi je pense que nous allons maintenant arrêter, si vous le voulez bien. Au revoir, et à vous, à vous croiser et à vous accompagner. Au revoir. Béatrice, on arrête maintenant? Entendu. Au revoir.